Bonjour et bienvenue sur Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Aline Mény. Bonjour Marie-Aline. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. Marie, tu es journaliste à LCI et tu animes aussi régulièrement de grands événements et des tables rondes. Je t'ai invitée aujourd'hui parce que je suis très curieuse de connaître tous tes trucs et astuces pour pouvoir réagir face aux situations surprenantes qui peuvent se passer sur le plateau et dans les tables rondes et les grands événements. Alors pour commencer, Marie, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais me raconter des situations difficiles que tu as pu rencontrer sur les plateaux ou dans des événements importants? Alors, j'en ai une qui me vient en tête et c'est une situation qui m'est arrivée il y a quelques mois et où j'ai réagi de manière très différente de la manière dont j'aurais pu réagir il y a 4 ou 5 ans. Je pense que ce que j'ai appris, c'est à être calme, toujours avec le sourire. Et en fait, peu importe ce que tu vas dire, la forme va toujours primer sur le fond. C'est-à-dire que même si tu as raison, même si tes arguments sont très bons, si tu parais agressive, si tu es en colère, si tu ne te maîtrises pas tes émotions et ce que tu ressens, eh bien, ton message ne sera pas audible. Et ça, je l'ai appris avec l'expérience, avec la confiance en soi. Et plus que ce que tu vas dire, ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Et même si tu es touché, en colère, ému par ce qu'un interlocuteur va dire, il faut garder son calme. Je pense que c'est l'une des clés de la répartie pour avoir l'audience de ton côté. Et pour que l'interlocuteur ne soit pas déstabilisé, enfin, soit déstabilisé, il faut que toi, tu ne le sois pas. C'est ça, il faut, je pense, acquérir une maîtrise de soi. Donc je prends un exemple qui m'est arrivé il y a quelques mois lors d'un débat, je sais plus si c'était sur les retraites, sur les élections, on parlait de politique. Il y avait des sondages sur la gauche, la droite, et j'avais différents experts en politique, hein, c'est donc pas d'élus de personnalités politiques, mais des journalistes et des experts. Et notamment un journaliste de gauche, un expert plutôt à droite et quelqu'un de neutre, un spécialiste de la Constitution, du droit. Et la conversation tourne et le journaliste de gauche, qui était à ma droite, je visualise encore la scène, hein, je m'imagine en plateau, c'était l'après-midi, un week-end, et donc on débat de comment ça se fait que des personnalités de droite soient devant les personnalités de gauche dans un sondage 2 ans et demi, 3 ans avant la présidentielle. Et le journaliste de gauche, il est très très enflammé et il dit mais il faut que les gens comprennent, notamment les personnes racisées. Alors les personnes racisées, c'est les personnes qui sont victimes plus souvent de racisme. Alors on va dire les Noirs, les Arabes, les personnes d'origine asiatique. Voilà. Moi, c'est un terme qui n'est pas le mien, hein, mais Mmh. qui est souvent utilisé parce que moi, je ne veux pas utiliser le mot race dans mes phrases, mais c'est un terme que beaucoup de gens utilisent, beaucoup de militants utilisent pour désigner les personnes qui sont très régulièrement victimes de racisme, d'a priori. Et donc, il me regarde et il dit, mais il faut que les personnes racisées, notamment, comprennent qu'elles ont intérêt à voter, alors plutôt pour Mélenchon, la France insoumise, à voter à gauche. Et il me regarde ça, il me regarde en me prenant un parti. Mmh. Et à ce moment-là, je vois bien qu'il ne parle pas à la journaliste, il Mmh. parle à la personne noire. Ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui a un discours antiraciste, en fait, de me réduire à ma couleur de peau. Moi, Mmh. mon plateau, je ne suis ni une femme, ni noire. Mes opinions politiques n'ont pas à être prises en compte. Je suis une journaliste le plus neutre. Je ne sais pas si ça a du sens parce qu'on est une personne, qu'on a forcément une sensibilité, mais je suis apolitique sur le plateau. Je ne suis pas là pour défendre mes idées en tant que citoyenne. Et j'ai trouvé ça, enfin, incroyable qu'il me regarde comme si j'étais censée être d'accord avec lui parce que je suis noire. Mmh. Et je trouvais que sur le fond de son discours, réduire une personne qui est noire, qui est arabe, asiatique, à sa couleur de peau, à ses origines ethniques, c'est une démarche en soi qui est raciste. Pas parce que je suis noire que je m'intéresse pas au poids de la dette, à l'insécurité, à l'écologie. Enfin, cette idée que quand on est noir, on est plus sensible aux questions de racisme que quand on est blanc. Alors j'ai envie de dire oui parce qu'on le vit, mais enfin c'est quand même très très réducteur. Et je pense qu'il y a 5 ans, je me serais peut-être un petit peu énervée. Et Mmh. pas du tout. J'ai gardé mon calme en me disant ma posture n'est pas une posture de citoyenne. Ma posture, elle est journaliste. Donc, Mmh. ce que je pense n'a pas à intervenir. Mais évidemment, ce qu'il disait était quand même assez choquant et il fallait le relever. C'est mon travail de journaliste.
Et je lui dis, attendez, pardonnez-moi. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous pensez que on doit voter en fonction de sa couleur de peau. Je Mmh. lui dis, c'est ça que vous dites. Et donc, je me suis basée avec calme sur les faits. Et là, il a commencé un peu à bafouiller. Il n'était pas hyper à l'aise parce qu'il s'était rendu compte de ce qu'il venait de dire. Et les autres experts, eux, ont réagi de manière très virulente en me disant, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est choquant, c'est n'importe quoi. Et donc, moi, j'étais pas dans la posture virulente, j'étais dans le questionnement, Mmh. très calme. Et en fait, le fait que je lui pose la question, en n'étant pas déstabilisé par le fait qu'il s'exprimait face à une personne noire, lui-même, ça l'a déstabilisé. Et je Mmh. pense que le fait d'avoir gardé mon calme, ça l'a fait changer de posture et s'est rendu compte que, bah, qu'il disait c'était comme un peu maladroit. Mmh. Et donc ça, en termes de répartie, là, je suis pas face à un élu, une personnalité politique, mais c'est un exemple. Voilà, j'ai été touchée parce que, évidemment, je suis noire, hein, c'est une réalité, mais je ne me suis pas placée sur ce terrain-là. J'ai répondu avec calme en disant donc sur le fond, qu'est-ce que vous me dites? Et là-dessus, ah, il était un peu coincé et les autres personnalités, elles, sont montées au créneau pour dire que ce qu'il disait était choquant. Mmh. Et tu penses que ça vient d'où? Le fait que tu aies été calme ce jour-là, et que tu n'aurais pas été calme il y a 4-5 ans? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir interviewé un politologue qui, dans son livre, avait, on va dire, des relents, hein, c'était pas clairement dit, antisémites. Et ce livre m'a gênée. Et je commençais là, en présentation, je venais d'avoir un poste de titulaire en présentation, et j'avais étudié le livre, mais j'étais tellement en colère que je n'ai pas été capable de faire une bonne interview. Tout ce qui est ressorti, Mmh. c'était mon agressivité, une interview à charge, et je n'ai pas été capable de démontrer en fait ce qui posait problème. Et je me rappelle très bien, et je me suis dit, ça c'est une interview ratée, alors que j'avais vraiment lu le livre de A à Z, et en fait, on n'a pas compris ce que je voulais dire. Et je me suis dit, ben ça, c'est un exemple à retenir de ce qu'il ne faut absolument pas faire, et d'être dans les faits, dans la démonstration, et pas de se laisser déborder par les émotions. Ce n'est pas mon rôle en tant que journaliste, de montrer mon émotion. Alors, on n'est pas des robots. Je pense que c'est bien de sentir un peu que les personnes en face de soi n'est pas une IA et une personne qui peut ressentir des choses. Mais on ne peut pas se laisser déborder par ses émotions. Je pense que c'est l'une des clés de la répartie et d'une bonne interview. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réagir, mais il faut réagir intelligemment. Donc, Marie, est-ce que tu aurais d'autres astuces pour, rester calme dans ces situations? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent en atelier muscle-tard réparti. C'est ça qui bloque, les idées aussi qui font on n'a pas les idées claires et qu'on n'a pas accès à toutes nos super idées de répartie parce que juste on a envie de dire: «Ta gueule, Gérard». Donc comment est-ce qu'on fait pour, pour ne pas dire ça? Je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Il y a un travail de confiance en soi. Moi, pendant des années, je me sentais pas forcément légitime. C'est un syndrome très féminin, hein, le syndrome de l'imposteur. Des hommes peuvent l'avoir aussi, mais c'est souvent chez les femmes. Et l'idée que, comme je devrais pas être là, j'ai pas forcément le droit de m'opposer, de débattre, de pas être d'accord. Ça, c'est aussi une question de posture. Et là, je parlais d'anecdote avec cet expert de gauche qui me ramenait à ma couleur de peau. Il y a des années, je me serais sentie fragilisée. Et c'est pour ça que je me serais énervée. J'ai fait un travail aussi de confiance en moi. Et celle qui lui a répondu, c'est pas la citoyenne, c'est la journaliste qui anime un débat, qui doit assurer la maîtrise de l'antenne. Et donc, mon rôle, évidemment, c'est de lui demander d'expliquer plus précisément ce qu'il veut dire après une phrase qui peut soit être choquante, soit peut-être mal interprétée, et de lui demander de clarifier son propos. Donc, je pense que c'est une question de posture et c'est un travail de fond. J'ai longtemps pensé, par exemple, que la répartie, c'était inné. Quand on voyait des snipers comme Laurent Baffy, Chef Thierry Ardisson, ça demande quand même une agilité de l'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais même en n'ayant pas ça, ça se travaille. Et ça se travaille par des méthodes, d'où l'intérêt de ton podcast, Michel. Ça se travaille aussi par un travail de fond psychologique, intellectuel, de se dire je suis légitime. Et quand on se dit ça face à n'importe qui, bah, ça permet en fait de contrôler ses émotions. Mmh. Et donc tu as parlé de ce travail de confiance en toi et travail de fond que tu as fait. Donc il s'agit de se répéter et de se convaincre qu'on est légitime ou est-ce que ça va plus loin? Non, ça va beaucoup plus loin. Alors j'ai fait une formation, pour le coup, une formation TF1
qui s'appelle Leadership au féminin. C'est Mmh. Laurence Dilouya qui anime cette formation et c'est plusieurs ateliers. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on commence l'atelier, donc on est entre femmes avec des femmes qui ont des postes de manager, d'encadrement, voilà, qui ont à manager des équipes. Moi, je manage aussi une petite équipe et puis j'encadre des débats en direct. Et on a commencé l'atelier. On était voilà, que des femmes qui ne se connaissaient pas. On travaillait pour le même groupe, mais à différents postes, en différentes entités, donc on ne se connaissait pas. Et chacune devait dire ce qu'elle pensait de l'autre, a priori, en disant que des choses positives, évidemment. Et c'est assez hallucinant parce que ça nous a fait un bien fou. Et il y a une des participantes qui disait, bah, j'avais l'impression de ne pas dégager ça, alors que moi j'ai dit qu'elle dégageait quelque chose de profondément sympathique, de souriant, qu'on avait envie d'aller vers elle. Et en fait, elle n'avait pas cette image d'elle-même. Elle avait une image faussée Mmh. d'elle-même. Et donc, l'atelier, Mmh. donc là, c'était un exemple, hein, mais cet atelier qui nous a fait travailler aussi sur comment demander une augmentation, comment pitcher, on a envie, voilà, pitcher un projet, mais avec une approche évidemment, ben, comment ne pas être enfermé dans ses préjugés en tant que femme, ses préjugés sur soi. Ça a été une formation de 2 jours qui m'a été et qui nous a été très utile. Est-ce que tu as d'autres situations que tu as rencontrées qui ont nécessité, que tu saches rebondir, que tu aies de la répartie, Alors, j'ai 2 exemples. Un premier où je n'ai pas su rebondir et un deuxième, pas très grave, mais qui a montré le chemin que j'avais fait justement en quelques années. Il y a 3 4 ans, il y a un élu, son étiquette n'a aucune importance, hein, mais c'est un homme, qui va avoir plus de 50 ans, 50, 60 ans et qui, nous répond sur les retraites. On est 2 en plateau, un homme et une femme. À l'époque, je co-présentais, mon émission. Je sais plus à quelle heure c'était, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc cet élu donc défend la réforme des retraites, donc on débat et il s'adresse il s'adresse à moi à ce moment-là, alors qu'on est 2, un homme et une femme. Il dit: «Mais voilà, pour les enfants, par exemple, il dit voilà, quand vous voulez avoir des enfants, quand vous avez des enfants», je sais plus quelle est la formulation qu'il a utilisée, mais ça m'a heurtée. Je me suis dit: «Il ne se serait pas tourné vers moi si j'avais pas été une femme». Et il part du Mmh. principe que j'ai des enfants, que je veux en avoir, que je vais en avoir. Et j'ai trouvé ça très maladroit de sa part, parce qu'en fait, il ne sait pas qui il a en face, sur le plateau ou devant l'écran. Et ça, c'est typiquement, pardon, la réflexion d'un homme d'âge mûr avec une idée très préconçue de la famille. J'ai trouvé ça que pour un homme Mmh. politique, en plus, très maladroit. Et moi, ça m'a blessée parce que j'ai pas d'enfant, que j'aimerais en avoir. Je ne sais pas si j'en aurai et j'ai pas trouvé ça très adroit. Voilà. Et en tant qu'homme politique, savoir parler à tous et à toutes, c'est quand même un prérequis. Et ça m'a heurtée. Et comme j'étais blessée, je sais pas comment réagir et il aurait fallu réagir un peu plus vite. Eh bien, j'ai rien dit. Mais j'ai ruminé ça en disant Mmh. j'aurais dû dire quelque chose. Et pas pour moi, mais parce Mmh. que par rapport aux gens à qui il s'adresse, partir du principe qu'une femme est liée au fait d'avoir des enfants, vraiment, enfin, une conception de la société qui est vraiment très arriérée et pas très à Mmh. droite. Et quelques années plus tard, il y a quelques semaines, je reçois un ancien ministre et on parle encore de la maîtrise d'argent public, de la dette, des retraites. Et je sais que cet ancien ministre a une conception très traditionnaliste de la famille. Et voilà, ce sont quand même en général les femmes dans un couple qui choisissent, qui décident d'avoir un enfant. Et alors moi, la féministe qui est, ben, j'ai envie de dire dans ma tête, ben, my body, my choice. Évidemment que c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons les enfants. C'est pas que ce soit un homme ou une femme avec qui on est en couple qui va décider à la place de la personne qui porte l'enfant. Ça me paraît naturel. Mmh. Mais je suis pas rentrée là-dedans. En revanche, j'ai rebondi avec un sourire et j'ai dit, ben ça me paraît normal que ce soit les femmes qui décident. Oui, c'est comme ça, c'est normal. J'ai fait une formulation qui n'était pas agressive, qui était souriante pour rappeler que c'était normal. Et le plateau a souri aussi, et puis lui aussi, on est passé à autre chose. Et donc voilà, plutôt que Mmh. d'être la harpie, bah oui, my body, my choice, mon corps, mon droit. Maintenant, peut-être par le sourire. Comme ça, il a entendu ce que j'ai dit. Et je pense qu'il l'a mieux entendu parce que je l'ai dit avec un sourire. Et c'était pas l'objet. Moi, je voulais pas démarrer un débat sur des femmes
fait que les femmes aient le droit de, de maîtriser leur corps et d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Mais c'est vraiment pour, voilà, pour souligner, oui, que c'était normal que les femmes décident. Mmh. Donc ta technique, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est de rester le plus Ouais, calme possible et factuel et de pas laisser passer. C'est-à-dire pas laisser passer pour toi quand ça te marque, mais aussi pour les téléspectatrices ou autres personnes qui peuvent, voir, les débats et qui peuvent être aussi touchées ou choquées si ça n'avait pas été oui, marqué. Plutôt réagir en tant que exactement. journaliste. Tu as différencié finalement la citoyenne de la journaliste, comme on pourrait le faire dans le monde de travail et différencier la professionnelle, Oui, de la citoyenne et dire: «Bah, je réponds aux professionnels, je suis légitime en tant que professionnelle et je il faut que je marque le coup sur cette réflexion-là, quoi». OK, donc toujours avec le sourire, si je comprends bien. Ça, toujours ça passe toujours mieux. Excellent. Autre chose qui me rend curieuse, c'est que dans les débats, politiques, que tu peux animer à la télé ou les tables rondes, il y a toujours des gens qui parlent plus fort les uns que les autres et c'est difficile d'en placer une. Comment est-ce que tu fais pour les couper? alors c'est toujours difficile d'interrompre les gens. Alors moi, j'essaie quand même qu'ils aient le temps de développer un argumentaire, parce que couper quelqu'un au milieu de sa démonstration, c'est quand même très compliqué. Mais donc, j'estime, alors je suis sur une chaîne aussi sur LCI, où on laisse du temps au débat, où on laisse les gens parler. Sinon, ça sert à rien. Donc, c'est aussi la force de LCI, la force du débat sur LCI. Mais quand j'estime que c'est trop long et qu'en plus, il a déjà beaucoup parlé, bah, soit je rebondis sur une phrase et je dis, ah, bah, justement, je me permets de rebondir sur cet argument et demander à l'autre personne ce qu'elle en pense. Et si je vois que il ou elle, c'est souvent il, hein, et part sur un tunnel inarrêtable, je dis, ah, on va y revenir, il faut qu'on fasse tourner la parole, pareil encore avec un sourire, jamais agressif. Mais en fait, le sourire, et je tiens à le dire, notamment en tant que féministe, que c'est pas une arme réservée aux femmes. Je pense que pour enfin, pour Mmh. ceux qui organisent des débats, que ce soit des hommes ou des femmes, ça permet toujours de faire baisser la tension. Surtout quand on sent que quelqu'un est enflammé. Je pense qu'il faut faire baisser la tension, calme, sourire, et que c'est pas un type réservé aux femmes. Ça, c'est pour tout le monde. Mmh. Tu dis ça parce que tu as une idée derrière la tête? Non, Ou parce que souvent, on dit toujours aux femmes qu'elles doivent sourire. Et ça peut être un petit peu agaçant. Je sais mmh, pas, dans la rue, ça m'est peut-être arrivé qu'un homme vous dise, ah, mais moi, je suis dans ma tête, je réfléchis, je suis concentré, et il y a un homme qui passe et tu me dis, bon, bah alors, pourquoi tu souris pas? Enfin, il dirait jamais ça à un homme, en fait. Je, en fait, je suis dans mmh, ma tête, dans mes pensées, je suis dans ma rue, je le connais pas. En fait, j'ai pas à sourire si je suis dans mes pensées. C'est pas un prérequis, en fait. Jamais mmh. un homme dirait à un homme qui est dans ses pensées, bah, il faut sourire. Ça, c'est vraiment une remarque sexiste qui est assez insupportable. C'est pour ça que je veux pas que mes propos soient mal interprétés et que voilà, c'est Oui, vraiment oui, non, mais un c'est outil ça. professionnel, le sourire. Je me disais qu'il y avait peut-être ça derrière parce qu'effectivement, moi, ça a été un gros sujet pour moi longtemps le sourire. Le trop sourire, le pas assez sourire, Mmh, enfin bref, toujours, autour de ça et sur le trop sourire ou sur le sourire en général, c'est souvent associé par certaines personnes à de la séduction, mmh. donc je sais plus quoi faire moi de ma bouche exactement, parce que certaines personnes se disent: «Bah, tiens, elle me sourit donc il y a moyen». Donc je me disais: «Tiens, est-ce que justement tu voulais différencier quand tu dis pour tout le monde, tu voulais séparer la Tout à séduction d'un fait. côté?» Mais après, tu hem, n'empêcheras pas des gens de mal interpréter des mmh, intentions, hein. Parce que s'il faut mmh, réagir à chaque fois en fonction de ce que l'un ou l'autre pourrait interpréter, on s'en sort pas. Moi, je pense que la mmh. convivialité, le sourire, ça facilite quand même les échanges. Pour couper la parole, alors toi, tu as une posture particulière parce que tu es, la maîtresse de maison finalement, quand tu as un plateau, c'est un peu toi le chef finalement donc Oui, donc c'est parfois plus simple qu'en réunion quand on est une participante et qu'il faut fermer la gueule à quelques personnes pour pouvoir en placer une. Parce que finalement, ils perçoivent que tu as cette légitimité de leur dire, bah, justement: «Je vais passer la parole» ou «Il est temps de faire circuler la parole à quelqu'un d'autre». Il y a parfois des gens qui s'opposent à ça et qui c'est plus difficile? bah, il y a surtout les gens qui n'écoutent pas et qui continuent de parler et donc là, je Mmh. suis obligée Mmh. d'insister, et le fait de le faire avec le sourire, de dire: «Non mais vraiment, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on puisse, échanger et je vais revenir vers vous ensuite Mmh. et que vous aurez de nouveau la parole». Mmh. S'énerver ne sert absolument à rien.
pense pas, Mmh. puis j'aime pas beaucoup cette posture, de s'énerver et déjà quand on s'énerve, ça veut dire qu'on a un manque Mmh. d'autorité et je crois pas que ce soit utile. C'est pas le bon message à Mmh. envoyer, à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et même dans la vraie vie, en face à face, ça sert à rien. Mmh. OK. Donc on a parce que finalement cette posture, elle est intéressante aussi, bah, quand tu es la maîtresse de Mmh. réunion, finalement la chef de la réunion, de pouvoir dire ça, et avec le sourire de dire, «Je vois que tu as beaucoup de choses Oui, à dire, mais il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer» et d'utiliser ça ou dire: «Ah justement, c'est un argument très intéressant, j'aimerais savoir ce oui. que les autres en pensent pour pouvoir faire circuler la parole». Donc merci pour ces tips. Est-ce que tu as, d'autres, conseils à partager, pour, bah, justement, savoir, rebondir face aux situations, difficiles que tu peux vivre, au travail? Heu, je pense, alors peut-être que ça peut paraître un peu contre-intuitif, c'est important évidemment de muscler sa répartie, c'est le but de ce podcast, mais je pense qu'il faut aussi, choisir ses combats. Tu ne peux pas réagir sur tout, face à tout le monde. Il faut que c'est un intérêt. Là, moi, en tant que journaliste, je peux pas laisser passer des phrases qui ne sont pas normales, qui pourraient être interprétées comme discriminantes, sexistes ou qui ne sont pas claires. Donc c'est mon rôle de réagir. Dans la vraie vie, je réagis moins parce que, heu parfois, ça ne fera pas avancer le débat et je prends un exemple très concret. J'étais, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est le rendez-vous où, on va dire, l'élite politique et économique se retrouve sur 3 jours pour, débattre, de sujets, d'enjeux de société, d'enjeux politiques, économiques, internationaux. C'est vraiment des sujets qui sont passionnants. On retrouve évidemment beaucoup de journalistes, d'écrivains, d'essayistes qu'on connaît et c'est voilà, l'idée de faire un brainstorming et c'est des vraiment un rendez-vous, enfin très connu, en France et même à l'étranger où on se retrouve. Donc, il est censé être entouré de gens qui ont fait un minimum d'études, qui ont lu, qui ont voyagé, qui sont ouverts, voilà. Et je rencontre un écrivain, je vais absolument pas le nommer, c'est pas le but de l'anecdote, que j'avais, déjà interviewé, sur un plateau, très sympathique, qui avait d'ailleurs, réagi à un débat que j'avais, allumé et on se voit en dehors et il me dit: «Ah, vous savez, moi j'ai travaillé en Afrique», et il me dit, «Les Africains, les Noirs, ils m'aiment beaucoup, notamment un jour, lors d'une soirée, ils avaient vu à quel point je savais, danser, et c'est vrai que, l'Africain aime sourire, danser» et dans ma tête, je me dis: «Mais c'est pas possible, on est en 2025, il est en train de m'expliquer que l'Africain aime sourire et danser». En fait, honnêtement, c'est pour le coup, c'était presque enfin, c'était drôle comme situation quand même. On est à je savais pas qu'on était Mmh. encore à Tintin au Congo quand même et Oui, c'est ça. j'avais à côté de moi une amie journaliste et qui était vraiment gênée et elle saisissait, une occasion, c'était pour partir, parce qu'elle avait pas du tout envie de d'assister à cette conversation. Et moi, en fait, Mmh. j'ai souri et j'ai rien dit parce que l'homme en face de moi, il a 80 ans, c'est d'une autre génération, Mmh. je vais pas le faire changer d'avis. J'allais pas Mmh. déclencher une esclandre, en plein, c'était pas un dîner, c'était en plein cocktail, ça avait pas d'importance, en fait. Donc j'ai souri, on a terminé la conversation, enfin, j'ai rien dit, hein. Donc à un moment donné, quand on ne dit rien, qu'on rebondit pas, l'interlocuteur en face devrait comprendre, que soit on n'a pas envie de rebondir, soit il y a peut-être un peu une gêne, mais il était dans son tunnel, quoi. Donc je l'ai laissé. Et Mmh. voilà, je pense que c'est important de choisir ses combats et c'est pour ça que je parle de travail de fond sur soi pour, en fait, c'est chaque jour qu'on fait un travail. Heu, je pense que là, ça ne servait à rien de rebondir. En revanche, s'il avait fait cette réflexion lors d'une réunion sur le lieu de travail ou évidemment sur un plateau, là, j'aurais pas laissé tomber. J'aurais pas laissé, passer. Mais Mmh. je ne serais pas forcément énervé. Mmh. Je dis, on peut être d'accord, monsieur untel, que, réduire, les Africains au sourire et la danse, c'est un peu réducteur. Voilà, j'aurais réagi comme ça, Mmh. mais toujours en gardant mon calme. C'est pas la peine de s'énerver, les gens, ils entendent, je vais pas expliquer aux gens ce qu'ils doivent ressentir. Il faut aussi faire confiance à l'être humain. Mais voilà, parfois, muscler sa répartie, c'est savoir quand réagir. Et parfois, ne pas réagir, ça peut être aussi une bonne alternative. Mmh. Donc encore une fois, c'est en tant que citoyenne et en tant que Oui, journaliste et se dire: «Bah, là, ça a moins tout à fait. d'impact, c'est juste un peu enfin, risible ou enfin, c'est un espèce d'énorme Oui, stéréotype que tu as pas envie d'entendre particulièrement».
versus sur le Oui. plateau où là, ça aurait été enfin, ça aurait été Bah, plus c'est des choquant, propos qui sont des propos, enfin, avec racistes, l'audience. donc Mmh. j'aurais pas forcément dit, «Vous êtes raciste». C'est pas à moi de voilà, mais je l'aurais Oui. recadré. Ou bien faire comprendre aux gens qui nous regardent que c'est pas des propos acceptables. Là, on est dans un cercle, entre guillemets «semi-privé». Donc Mmh. ça c'est moi et ma con et enfin, c'est moi et ma manière de gérer. C'est différent. Mmh. Et là, quand tu dis: «J'aurais pas dit, c'est ce que vous dites est raciste», c'est pareil pour le sexisme et d'autres discriminations? Tu vas plutôt pointer parce que tu dis que tu avais reformulé en disant: «On est bien d'accord qu'on peut pas réduire les Mmh, Africains au sourire et à la danse». Hem, et c'est finalement une manière de reformuler en disant: «On est voilà. d'accord que qu'on n'est pas d'accord Oui, finalement». oui, parce que les mots sont forts, les mots sont une arme. Tu as dit: «Je vais pas lui dire c'est du racisme», je vais reformuler et je pensais dans les autres discriminations. C'est vrai que parfois on entend alors évidemment, je parle pas forcément sur LCI ou à la télé, mais je vois sur les réseaux sociaux. Parfois, quelqu'un prend la parole, il y a des commentaires qui disent: «Ah, ce que vous dites est sexiste, est raciste» et je sais pas quoi et je me demande si, si toi, c'est pas une phrase que tu utilises parce que tu trouves que c'est enfin, pour quelle raison tu utilises pas cette phrase? Hem, parce que, je pense que les mots ont une puissance, un impact qu'on sous-estime souvent et Mmh. la vérité, c'est qu'il faut se demander, quand on réagit, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Est-ce qu'on veut obtenir Mmh. une prise de conscience de celui qui a peut-être, été maladroit? Est-ce qu'on veut juste blesser? Même si ces propos, les propos que j'ai cités sont des propos racistes, le but, c'est peut-être aussi de lui faire comprendre qu'il est dans une vision très réductrice. Je suis pas sûre que lui coller l'étiquette de raciste, ça Mmh. fasse avancer le débat. Et je trouve que c'est très, en fait, ça ferme le débat. Tu raciste, t'es sexiste, tu Mmh. anti-femme. C'est comme en ce moment, tout le monde est nazi. On sait même plus ce que ça veut dire. Donc, Mmh. attention aux mots qui enferment, même si sur le fond on a raison. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Est-ce qu'on veut faire avancer le débat? Est-ce qu'on veut faire peut-être prendre conscience à l'autre qu'il est sur un chemin qui n'est pas le bon? Moi, je me rappelle pour échanger avec des frontateurs et des personnalités qui sont très connues. Parfois, il y a sur Internet quelqu'un qui lui fait un commentaire très violent et l'autre, justement, la personne qui est attaquée ne va pas sur le terrain de l'agressivité et répond: «Bah, c'est votre avis, je ne le partage pas, bonne journée». Et souvent, la personne Mmh. se calme et dit: «Ah désolé, je pensais que tu étais peut-être un peu arrogant, bah, bonne journée à toi aussi». C'est assez étonnant, et je pense que le but, c'est de faire prendre conscience à l'autre d'un schéma de pensée qui est peut-être réducteur et donc c'est pas la peine d'être sur le même terrain de l'agressivité et de la réduction. Au contraire, il faut élever le débat Mmh. et c'est comme ça qu'on fait évoluer les mentalités. Mmh. Oui, je te disais ça parce que c'est vrai que bah, c'est un questionnement que j'ai souvent à travers Muscles à répartie où parfois, ben, c'est des réflexions qui sont, racistes ou qui sont sexistes et enfin ou d'autres discriminations, hem et c'est vrai que ça parfois ça ramène à effectivement une fermeture Mmh. du débat ou, au fait que l'autre Oui, se braque quand bah, du coup, je t'ai mis c'est un peu comme si je l'avais oui, oui, insulté quand je dis: «Tu es sexiste» ou «Tu es raciste» et où du coup tu deviens, la rabat-joie ou la oui, mmh, policière ou la de du bureau, ce que tu as pas forcément, ouais, envie de faire, enfin, sauf si c'est vraiment très grave et que tu fais un oui, signalement ça c'est derrière, autre hein, au chose, moins tu ouais. l'auras Mmh. prévenu. Mais c'est vrai que je me disais que c'était pas forcément ce qui, élevait le débat ou ce qui aidait à mieux s'en sortir pour aussi garder, potentiellement Oui, le lien avec, la personne. Et d'un autre côté, certaines personnes me disaient: «Ben oui, mais c'est épuisant d'avoir, je sais pas, tu me diras ton avis, d'avoir une charge finalement pédagogique, en tant que femme ou en tant que, enfin personne victime de racisme ou en tant que d'autres discriminations, ou comme on vit souvent, enfin le racisme ou le sexisme, on va se dire, bah, la personne elle a qu'à apprendre elle-même. Je vais pas lui expliquer à chaque fois, pourquoi dire que les Africains sont souriants ou dansent bien. Heu, c'est, un propos raciste. Elle a qu'à faire ses devoirs, parce que ça fait 1000 fois que j'ai ce propos, ça fait 1000 fois que j'explique le truc. Comment tu le vis ça? Enfin, on parle beaucoup de charge pédagogique que vivent, enfin les femmes, alors j'ose pas dire les personnes racisées parce que moi j'aime tu pas aimais pas besoin. trop donc Mais en fait, pourquoi j'aime pas le mot racisé? Parce que c'est un mot qui enferme, en fait. Déjà, moi, le mot race, il mmh, n'a aucun sens, s'il n'est pas appliqué, voilà, il y a une race humaine, voilà, et sinon après c'est appliqué aux animaux. Donc n'étant pas un animal, j'ai pas du tout envie qu'on me mmh, colle le terme de race et surtout, racisé, mmh, ça pour moi, hein, ça enferme. C'est-à-dire que oui,
évidemment que j'ai subi de la discrimination, du délit de faciès, et que quand on est noir, on est plus susceptible de subir un délit de faciès que quand on est blanc. En France, j'entends. Oui, c'est une réalité. Mmh. Mais je ne suis pas que ça, en fait. Je ne suis pas une victime Mmh. H24. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ce terme de racisé, Mmh. qui est un terme qui fait débat, hein. Moi, j'ai des amis qui l'emploient et ils ne l'emploient pas de manière négative. Et moi, c'est pas mon vocabulaire. Et c'est très intéressant cette question que tu soulèves, et j'ai envie d'y répondre de deux manières. Sur le prisme des femmes et sur le prisme de la charge mentale qui peut peser sur les personnes qui sont confrontées régulièrement aux réflexions racistes. Moi, je me rappelle d'une anecdote où je racontais à un ami et ce qui pouvait m'arriver en rentrant le soir. Pourquoi, quand je rentrais seule le soir, je préférais prendre un taxi, je faisais attention à l'itinéraire que je choisissais. Les hommes qui ont pu m'aborder dans le métro, me faire peur, m'agresser verbalement. Il me dit, mais il tombait des nues, en fait. Il tombait des nues parce que lui, Mmh. évidemment, en tant qu'homme, c'est pas du tout sa réalité. C'est pas ce qu'il vivait. Et je Mmh. racontais ça à une amie, très féministe, et je disais, parfois, ils se rendent pas compte. Et elle me répond, mais comme ça, comme ça, ils se rendent pas compte. Mais c'est incroyable de pas savoir ça en 2024, avec tout ce qu'on peut raconter. Et je trouve que sa posture était radicale et agressive et qu'elle fait pas avancer les choses. Oui, il devrait. Mais en fait, la vérité, c'est que quand on vit pas une situation, c'est quand même très compliqué de la comprendre aussi bien Mmh. que la personne qui la vit. Donc, Mmh. soit on est dans une Mmh. posture toujours agressive avec ceux qui ne comprennent pas, soit on essaie de lui faire comprendre. Et je pense que raconter à cette Mmh. amie ce que je vivais en tant que femme le soir en rentrant seule chez moi, c'est quand même plus efficace que de lui crier dessus en disant ah ben tu devrais savoir, tu devrais t'intéresser. Bah il ne le sait pas. Donc soit on avance ensemble, soit on n'avance pas. Et c'est pareil pour les discriminations. J'abordais ce problème en formation, pareil, parce qu'il y a beaucoup de formations dans le groupe TF1, et je disais, parfois c'est lourd pour moi d'être toujours celle qui dit bah attention, là je trouve qu'il y a un manque de diversité, tout le monde n'est pas représenté. J'aimerais que Mmh. ce soit pas moi qui le dise, que ce soit une personne blanche Mmh. ou voilà, une personne qui ne soit pas de couleur qui se dise là il y a un problème. C'est toujours plus fort quand c'est un Mmh. homme qui monte au créneau pour dire là la situation elle est sexiste, là les femmes sont mises de côté, et que c'est plutôt les femmes qui montent au créneau. Et elle m'a dit, donc celle qui faisait la formation, je comprends, mais en fait la vérité c'est qu'il y a que vous. Donc en fait c'est à vous d'y aller, même si ça peut être pénible, parce que les gens ne sont pas à Mmh. votre place et ils ne s'en rendent pas compte. Donc oui, c'est à vous de faire ce travail-là. Il y a une manière de le faire. Voilà, on n'est pas obligé d'être Mmh. agressive, d'être vindicative. Il y a une manière de le faire. Alors, ce que je dis, c'est parfois, c'est fait ce que je dis parce que je fais. Hein. C'est pas toujours facile. Il y a certaines fois, on est fatigué et on n'a pas envie, en fait, d'expliquer que en Mmh. 2025, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se font pas. Mais je pense que si on veut faire avancer ce combat, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, bah, il faut le faire, il faut le faire. Et bah, tant pis si c'est encore à nous. Malheureusement, le mouvement MeToo qui l'a impulsé, ce sont bien des femmes. Voilà, Mmh. c'est à nous de le faire, et évidemment de le faire, et après d'embarquer des hommes avec nous. Mais voilà, ce combat-là, il doit être mené, impulsé, je pense, par les femmes ou par les personnes qui souffrent de discrimination, et ensuite embarquer les autres dans le combat, comme pour comme pour le droit des homosexuels, des LGBT Q+. Oui, il y a des personnes homosexuelles, oui, il y a des personnes trans, et puis à côté d'eux, pour mener ce combat, il y a des personnes hétéros. Voilà. Mais forcément, ceux qui vont l'impulser, c'est les gens qui sont directement concernés, mais c'est pareil partout. Pour les questions du handicap, pour la question des violences, pour la lutte contre la pédophilie, c'est toujours les personnes qui ont été victimes ou qui sont concernées qui vont impulser le débat, le combat. C'est parfois Oui, épuisant, mais tu gardes l'énergie et la foi de, porter cette parole, de faire cette pédagogie parce que tu sais bien que les personnes qui ne sont pas concernées ne oui, voient pas forcément le problème et du coup peuvent dire des choses, continuer à dire des choses qui ne se disaient pas. C'est bien parce que c'est une manière de réagir finalement aux réparties, de faire de la pédagogie, d'expliquer juste effectivement calmement, autant qu'on peut en tout cas, enfin, pourquoi est-ce que ça nous pose problème? Pourquoi est-ce que ça nous met mal à l'aise? Parce que la personne souvent, les personnes ne veulent pas nous mettre mal à l'aise. Donc il peut parfois suffire de dire, que ce propos m'a mis mal à l'aise parce que ça veut dire ça en fait pour moi et ça me réduit et c'est pas comme ça que je me vois et donc ça me touche quoi. OK, super. Tu m'as déjà dit que tu faisais suivre une tonne de formations. Co comment est-ce que tu progresses, jour après jour pour, avoir une meilleure répartie, pour faire face aux situations surprenantes,
que tu vis au Alors, travail? je pense que c'est la vieillesse ou la maturité. Non, mais je veux pas Yes. je veux pas du tout décourager les jeunes auditrices ou celles qui nous regardent, mais on peut pas. Alors, soit on est très doué, hein, je vais citer l'exemple de Laurent Baffy ou d'autres humoristes, hein, voilà. Mais quand je pense à Alice Wheeler, par exemple, mais soit on l'a en soi dès le début, parce qu'on a cette capacité à réagir, à être très vif ou très vive, soit on l'a pas et ça se travaille. Et on peut pas avoir la même répartie à 40 ans qu'à 20 ans, ça c'est sûr. Parce que à 20 ans, on se laisse plus déborder par ses émotions, on a plus d'élan. Et puis, l'expérience et aussi les épreuves de la vie, il nous faut comprendre des choses. Moi, je pense que j'étais parfois trop radicale sur certains sujets et que les épreuves de la vie m'ont fait voir les choses différemment. Par exemple, euh, euh, Émilie Franen-Guyenne, qui est journaliste notamment à C'est à vous, elle a fait un documentaire sur le racisme contre les Asiatiques. Et moi, de mon point de vue, le racisme contre les Asiatiques, il y a plein de préjugés, mais des préjugés faussement positifs. Ah ben les Asiatiques, ils travaillent dur, ah, ils sourient beaucoup, ils sont calmes, mais c'est pas agréable d'entendre ça. Et donc moi, j'avais le sentiment que c'était plus facile de vivre le racisme euh, quand on est asiatique que quand on est noir, parce que les a priori ne sont pas les mêmes. Voilà. Les Noirs, c'est Mmh. ouais, ils sont paresseux, ils parlent fort, ils savent pas s'intégrer. Enfin, voilà, c'est pas, enfin, chaque entre guillemets personne, enfin, chaque ethnie, origine ethnique a des préjugés qui lui sont rattachés. Et en fait, c'est vrai que cette souffrance-là, on n'en parlait pas finalement. Et donc, à travers ce Mmh. documentaire, elle en a parlé. Et c'était en fait un énorme tabou. Et moi, je me rendais pas compte parce que moi, je suis pas d'origine asiatique en fait, et que j'ai l'impression que le racisme entre les Noirs, envers les Noirs et les Arabes, il est plus violent, alors que le racisme contre les Asiatiques a aussi une autre forme de violence. C'est aussi réduire les gens. Bah, ah, ils sourient et ils travaillent beaucoup. Ben, merci, quoi. Voilà. Pareil, je citais Mmh. Tintin au Congo. Bah, Lotus bleu, c'est fini. Voilà. Avec les Asiatiques, on voit, ils ont des grandes dents et puis ils sourient tout le temps et puis ils sont courbes. Voilà. Et donc, il faut sortir de ça. Et donc, c'est pas parce que on est considéré comme racisé qu'en fait on sait tout sur tout. Voilà. Moi, je sais pas ce que c'est Mmh. que d'être un homme et d'avoir l'injonction viriliste, d'être le protecteur, celui qui doit prendre des décisions, celui qui doit gagner plus que sa femme. C'est aussi pénible, hein. Et je pense que c'est en discutant les uns avec les autres qu'on peut comprendre et que ce qui nous paraît évident pour nous, ben, l'est pas pour l'autre. Et c'est pas une question de méchanceté, de manque d'esprit, de manque d'intérêt pour l'autre. Mmh. Donc tu ne recommandes pas de lire Tintin au Mais Congo? j'adore Tintin. Mais en fait, j'adore Tintin. J'ai Et les albums chez il y moi. a aussi Tintin Et en Amérique. mais je les ai. J'ai même Tintin au Congo aussi. Ça, vraiment, cette BD, je l'aime pas du tout. Mais Ah oui, ça, faut le ça peut brûler quand même, brûler. hein. Mais je veux dire, c'est aussi à remettre dans une époque, dans un contexte. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui disent il faut pas brûler ces BD, tout ça, et qu'on peut-être faut mettre un petit texte ou l'accompagner. Mais Tintin, Mmh. Ou un gros j'étais texte là quand même. ou un gros texte. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Faut l'accompagner. Ouais, c'est clair. Moi, je suis tombée de ma chaise le jour où j'ai lu Tintin au Congo. C'est affreux, c'est absolument affreux. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent pour, muscler ta répartie? C'est des gens qui sont capables de faire passer leur message avec calme, avec enthousiasme, avec ferveur, et qui ne sont pas dans la radicalité. Je ne suis pas contre la radicalité. Je pense que le mouvement MeToo avait besoin d'une phase très radicale pour faire bouger les choses. Maintenant, cette phase-là, je pense que le combat n'est pas du tout terminé, mais la phase radicale, elle a atteint ses limites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se crissent. Et il y a un mouvement réactionnaire de gens qui commencent à à remettre en cause le droit à l'avortement et qui acquièrent de nouveaux adeptes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Et au lieu de se dire, bah, c'est toute une bande d'abrutis et des mots d'ailleurs plus insultants, il faut se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de gens qui se braquent? Parce que peut-être, dans la manière de porter un combat, il y a trop de radicalité. Je pense que les inégalités hommes-femmes, ça dure depuis enfin, des millénaires en fait. On va pas changer Mmh, tout ça, enfin tout, du jour au lendemain. Il y a des femmes qui se sont levées pour dire mmh, non au viol,
non aux agressions sexuelles, non au sexisme sur le travail, non au harcèlement. Et puis après, ça va jusqu'à l'écriture inclusive, ça va à féminiser tous les noms. Moi, je trouve que tous ces combats, c'est légitime, mais on peut pas tout gagner en même temps. Et je pense qu'il faut, après cette période qui a été extrêmement brutale, forcément, parce que c'est un changement de société, c'est une révolution. Et toute révolution a une part de violence, sinon il peut pas y avoir de révolution sans violence. Euh, donc cette phase, elle était nécessaire, mais il faut qu'on passe à autre chose. Sinon, on va braquer des femmes et des hommes dans ce combat pour l'égalité. C'est pour ça que moi, je suis plutôt inspirée par des femmes comme Elisabeth Moreno, ancienne ministre en charge de l'égalité homme-femme, qui est une femme pleine de vitalité, de sourire, qui peut piquer, mais c'est pas une femme agressive. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne porte pas en elle, avec beaucoup de force et de fermeté, ses combats. Mais si elle est dans la violence ou l'agressivité, elle ne sera pas entendue et elle ne sera pas audible. Voilà. Donc moi, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. En même temps, enfin, j'écoute tout le monde. Je m'inspire un peu, je viens piocher un peu chez un peu tout. Voilà. Et par exemple, on se dit, bah, tiens, pourquoi par exemple les extrêmes parfois sont plus audibles aujourd'hui? Parce qu'il y a cette capacité à être dans le sourire, dans le calme. Et comme la forme, je le disais, elle prime souvent sur le fond, bah, vous êtes plus audible. On peut vous écouter si vous êtes calme. Voilà. Donc, moi, je m'inspire aussi de la méthode, de la manière dont agissent les politiques, quels qu'ils soient. Voilà. Ça peut être très instructif. Moi, plus j'interviens plus en entreprise, plus quand même ces situations m'énervent, donc et je comprends qu'une fois qu'on est tombé dedans et plus on creuse, tu parlais de tous ces différents combats, mais tout est tellement, intolérable quand tu as Oui. mis tes lunettes. Enfin, je trouve, moi, le jour où j'ai mis mes lunettes féministes, tu vois tellement de choses où, tu te dis: «Bah, non, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible, faut plus». Alors tu parlais de viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Moi, j'entends beaucoup de situations en entreprise où je me dis: «Bah, non, mais effectivement, faut». Ce qui m'énerve le plus, c'est la tolérance Mm. qu'il y a face à ça. Tu vois? C'est le contraire de l'énervement dont tu Oui. parles. C'est le fait que c'est zen, c'est il y a du harcèlement sexuel partout, mais c'est OK, tu vois? Non, bien sûr. Tu dis: «Non, mais Mais c'est». enfin, on est encore au pied de l'Himalaya, en fait. On a, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, il reste beaucoup à faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à se battre, mais il faut garder son calme, hein. Parce qu'en fait, la colère épuise et c'est contre-productif. C'est Et vrai. donc, moi, ce que je Mmh. vise, je vise l'objectif, je le perds pas de vue. Je veux participer à construire un monde qui sera plus égalitaire. Alors, pour le coup, pour nos enfants au sens large, pour la nouvelle génération, que ce soit les hommes et les femmes. Et pour eux, pour elles, j'ai pas envie, en fait, qu'ils aient à mener nos combats. En tout cas, ils auront d'autres combats à mener, hein. Ce sera pas terminé avec la nouvelle génération, même celle d'après et celle encore d'après. Mais c'est pour eux, et c'est pour eux que je le fais. On garde l'oxygène Voilà, pour le haut de l'Himalaya. exactement. Ça, Ouais, c'est un conseil de très bien. sportif, de randonneur. Exactement, tu me connais. Très bien. Excellent, Marie. S'il y avait une seule chose à retenir de tout cet échange, qu'est-ce que ça serait? La résilience. C'est un mot qu'on emploie souvent, mais qui pour moi n'est pas galvaudé. C'est-à-dire que même face aux épreuves, même face aux difficultés qui se répètent et qui peuvent nous épuiser et qui peuvent nous donner envie de lâcher prise, eh bien, on remonte sur le cheval. Voilà. Et même s'il y a une porte qui se ferme, eh ben, quand on a tapé contre cette porte et que ça marche pas, ben, on va vers une autre porte. Et sur Instagram, il y a vidéo. C'est un jeune homme qui lance une balle. Et en fait, elle est censée arriver dans un trou et le trou, il le rate. Donc, c'est la métaphore de il a raté son objectif. Et en fait, on pousse le mur et derrière le mur, il y a un panier de basket et là, sa balle est allée en panier de basket. Et l'idée, c'est que c'est pas parce que on rate un objectif qu'on ne peut pas en fait en réussir un autre plus tard qui va être encore plus grand. Et souvent, dans les combats qu'on mène, on se focalise sur ce qui ne marche pas. Peut-être que toi, tu as un peu oublié tous les gens que tu as inspirés, tous les gens qui sont venus te voir en te disant, j'ai pas pris conscience de ça, je sais pas comment me défendre. Et en fait, tu regardes peut-être tous les gens que tu vois et que tu te dis, mon Dieu, on a encore un travail
tout ça encore à faire, mais tout ce que tu as fait déjà. Toi-même, tu as fait un chemin, ceux Mmh. que tu as rencontrés ont fait un chemin, et ça, c'est positif. Donc c'est pour ça qu'il faut rien lâcher, et c'est pour ça que le mot de résilience, pour moi, il est très important, très fort. Très bien. Ton côté napoléonien, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la Exactement. guerre. Excellent, super. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces conseils et tes expériences et pour toutes les Merci. auditrices et les auditeurs qui veulent continuer à muscler leur répartie, bah, n'hésitez pas à télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Marie. Merci Michel. Au revoir à tous.